Bonjour à toutes et à tous et merci Rob pour cette invitation. Je suis flatté de conclure la série de webinaires 2021. Donc, je suis Emmanuel Pham, je suis médecin et statisticien par formation. J'ai travaillé mes 10 premières années en universitaire avant de rejoindre l'industrie pharmaceutique, respectivement chez Pierre Fabre, Aventis, Sanofi et Ipsen dans mes dernières fonctions, donc où j'ai géré effectivement différentes sections de biométrie chez Ipsen. J'ai terminé en gérant l'ensemble de la biométrie, c'est-à-dire les biométries de recherche, de développement, de post-marketing qu'on appelle médical affaires, et j'ai eu l'occasion de développer tout un secteur de biométrie digitale dont nous allons parler pour pouvoir travailler sur les simulations, ce qui m'a donné l'occasion de travailler avec la société Nova Discovery, que donc j'ai rejoint en octobre 2021 pour mon plus grand plaisir, puisqu'effectivement, ça me donne l'occasion de pouvoir promouvoir tout ce qui est simulation et essais cliniques in silico, non pas pour une seule industrie pharmaceutique, mais pour l'ensemble des industries pharmaceutiques et pour les académiques, puisque nous allons en parler, mais nous avons éminemment besoin de tous nos collègues travaillant dans les secteurs de soins. Sans plus tarder, passons à la présentation. Donc, les simulations indirectes, les comparaisons indirectes, pardon, et que peuvent faire les simulations là-dedans. Donc, comparaison indirecte, juste pour reposer le problème pour ceux qui ne seraient pas familiers de ça, la plupart du temps, donc, il y a des essais cliniques qui comparent un ou plusieurs produits. Donc, le plus souvent, on compare par exemple le produit A avec un placebo ou le produit B avec un placebo. Bien entendu, à un certain moment, il est important de comparer directement A et B, notamment lorsqu'on change ce qu'on appelle le standard of care, c'est-à-dire finalement quel est le meilleur traitement dans une condition donnée. Malheureusement, très souvent, on n'a pas la comparaison directe entre A et B, mais on a seulement A versus placebo, B versus placebo. D'où l'apparition de systèmes pour analyser de façon indirecte A versus B, parce que vous comprenez bien qu'il n'est malheureusement pas possible pour des raisons éthiques, économiques et temporelles de pouvoir régénérer l'étude qu'on considérait comme parfaite, encore que nous pouvons en discuter, en comparant directement A et B dans un essai clinique conventionnel. C'est encore plus vrai si vous parlez par exemple d'oncologie ou d'immunologie. Dès lors qu'il y a des combinaisons ou des associations, cela devient très compliqué et il est impossible de faire tous les essais cliniques qui seraient potentiellement intéressants pour aboutir à une conclusion. Pour vous dire que c'est un problème qui trotte dans la tête des gens depuis un moment, vous voyez que la Haute Autorité de Santé, qui est l'organisme régulateur en France qui est la plus intéressée par ce type de comparaison de produits après qu'ils aient été approuvés par une agence réglementaire comme l'EMA pour l'Europe, vous voyez que le document date de juillet 2009. Il faut savoir qu'actuellement, il y a un gros travail fait au niveau de la Haute Autorité de Santé. Il y a eu un appel d'ailleurs à contribution parce qu'ils essayent de développer les méthodologies actuelles à mettre en place et de façon à ce qu'il y ait des guidelines pour que chacun ne fasse pas quelque chose dans son coin, mais que l'on travaille de façon coordonnée. Nous avons donc les méthodes classiques sont basées sur des ajustements statistiques pour les valeurs agrégées. Donc, chaque étude fournit un certain nombre de paramètres, comme par exemple, si vous êtes en oncologie, il peut s'agir de la durée de survie, ce qu'on appelle la PFS ou la survie globale. Et donc, cette méthode classique vise à essayer de rendre comparables les études, puisque les études ont été faites dans des contextes différents, avec des populations qui ne sont pas toujours totalement superposables. Et donc, elle permet d'établir une conclusion, on va dire, relative. Nous avons donc, comme l'a dit, rappelé Roch, je suis président, j'ai le plaisir de présider la section biopharmacie santé de la SFDS, et donc dans ce cadre-là, nous avons organisé en juin 2021 un webinaire avec le plaisir d'avoir Louise Bachet et Michel Cucherat, que certainement, en particulier Michel Cucherat, nombre d'entre vous doivent le connaître, au moins de nom. Et donc ce webinaire, je vous ai mis le lien, il est disponible en ligne, donc vous pouvez le voir tranquillement, ça vous expliquera un petit peu l'état des lieux, tout ce qui se fait. J'ai juste extrait une diapo de ce webinaire, juste pour rappeler et positionner très rapidement, vous voyez, la situation et l'état des lieux. Dans le meilleur des cas, on a déjà des comparaisons directes entre A et B, et donc il s'agit seulement de finalement d'avoir une méta-analyse
pour compiler différents résultats, parce que vous n'êtes pas sans ignorer que parfois les résultats peuvent être contradictoires ou en tout cas ambigus, c'est-à-dire qu'effectivement, dans le meilleur des cas, deux études différentes vont donner exactement les mêmes résultats. Dans d'autres cas, il y aura un problème, ça va être relativement simple. Un peu plus compliqué, il n'y a pas de comparaison directe. Vous voyez ici, A est comparé avec C, B est comparé avec C, et ici, A est comparé avec D et avec C, B est comparé avec D et avec C, mais il n'y a pas de comparaison directe entre A et B. Donc là, on vous a mis à droite, il y a des possibilités comme les méta-analyses en réseau et les indirect treatment comparisons. Et puis, le pire des cas, c'est lorsqu'il n'y a pas de comparaison directe et pas de point commun. Là, vous voyez ici, il y a un point commun avec C. Ici, il y a deux points communs, C et D. Ici, il n'y a pas de point commun. Et donc là, il faut faire appel à des méthodes très sophistiquées, notamment ce qu'on appelle les MAIC, donc qui sont les Matched Adjusted Comparisons. Et puis, il y a les méta-analyses en réseau hiérarchique. Je n'entre pas dans ces détails. Par contre, il y a un point important, il y a ce qui est les simulations, et ce qui est notre topic du jour, puisqu'effectivement, les simulations sont indispensables pour aider à répondre à ce cas-là, mais peuvent également aider de façon importante les cas précédents. Qu'est-ce qu'une simulation et qu'est-ce que nous proposons dans le cadre de NOVA en particulier? Mais nous ne sommes pas les seuls, mais bon, je pense que là-dessus, c'est une vraie simulation qui est basée sur la connaissance. C'est-à-dire qu'effectivement, le modèle qui est développé est un modèle de type mécanistique. Je vais vous expliquer un petit peu plus tard ce qu'il en est exactement, mais qui comporte trois piliers principaux. Le modèle de maladie, le modèle de traitement et finalement, on va le voir, une virtual population sur laquelle on va pouvoir exécuter nos essais in silico. Ce qui est très intéressant là-dedans par rapport aux méthodes qu'on appelle analytiques qui sont purement basées sur les analyses de data, et vous entendez beaucoup parler aujourd'hui, on a le real world data, on a énormément de bases de données disponibles et il y a de plus en plus de techniques, y compris l'intelligence artificielle, qui tentent de tirer avantage de ces données, et c'est très important, mais par contre, ces techniques, malheureusement, ne prennent pas en compte les connaissances qui sont dans les publications. Et quand je dis les connaissances, je ne parle pas de papiers qui décrivent une étude clinique et autres. Mais il y a énormément de connaissances, comme par exemple ce qu'on appelle les pathways au niveau moléculaire. Toute la biologie est étudiée, décrite, en particulier dans le non clinique, et figure dans des papiers que vous trouvez dans les différentes revues et qui ne sont peu ou pas exploités dans les techniques, on va dire, analytiques. Donc, avantage de ça, c'est que c'est effectivement compatible avec ce qu'on appelle des data poor environments, c'est-à-dire que lorsque vous êtes en particulier dans une maladie rare, vous n'avez malheureusement pas des données en nombre illimité à votre disposition pour entraîner des algorithmes de façon sophistiquée. Si vous savez par ailleurs modéliser la pathologie elle-même, vous pouvez vous contenter d'un nombre limité de données pour paramétrer votre modèle, ce qu'on va voir. Le dernier point, et non des moindres, c'est que c'est on dit white box approach, c'est-à-dire que on souhaite avoir une transparence absolue sur ce qui est issu du modèle. Ce qui veut dire que à tout moment, vous pouvez savoir pourquoi une conclusion, pourquoi une proposition est faite. Vous pouvez redescendre jusqu'à l'article qui a permis éventuellement de conduire cette décision. Alors, le principe très global d'un in silico trial consiste en 6 étapes majeures qu'on va détailler un petit peu. On a d'abord la formulation du problème, c'est-à-dire finalement quelle est la question que l'on cherche à adresser. On va donc faire une revue de la littérature, on va rechercher tous les éléments d'information qui vont nous permettre de construire le modèle de connaissance. On va traduire ce modèle de connaissance en modèle mathématique, ce qu'on appelle le Computational Disease and Drugs Models, donc ce qui va nous permettre effectivement de faire les calculs. Bon, pour ceux qui ça intéresse, il s'agit en fait très simplement d'équations ordinaires différentielles, donc c'est-à-dire finalement qu'est-ce qui se passe à l'entrée-sortie d'une cellule, etc. On va ensuite, à l'issue de ce modèle, générer une population virtuelle qui va nous permettre de prendre en compte, et ça je vous l'expliquerai aussi, tout ce qui est la variabilité intra- et interpatient. On va bien sûr calibrer, valider surtout notre modèle.
Et on va finalement pouvoir effectuer la simulation qui va nous permettre de répondre à la question que nous nous étions posée au départ. Je vous ai mis juste, pour que ça soit un peu plus concret, quelques captures d'écran des différentes phases. Vous avez la recherche bibliographique, les analyses méthodologiques, le modèle computationnel, vous avez le paramétrage de la population virtuelle et finalement, vous avez le résultat. Donc là, ici, vous voyez, il s'agissait d'une croissance tumorale, et donc vous voyez que ici vous aviez le placebo, enfin donc l'histoire naturelle, et vous voyez que le traitement est efficace puisqu'il contient fortement la croissance tumorale. Voilà, juste pour vous expliquer ce qu'on peut voir. Donc, différentes étapes. La première, nous commençons par, je passe très vite sur la définition du problème, puisque ça, on va dire, elle est implicite. Par contre, dans ce qui nous intéresse, c'est quelles sont les étapes de travail à effectuer. Premièrement, la revue de la littérature. On va lister, identifier toutes les entités biologiques et les relations qui existent entre ces entités. On propose de le faire sous une forme graphique, ce qui facilite la revue et la validation, puisque nous avons effectivement extrêmement besoin d'experts. Nous sommes des experts et les modélisateurs dans leur généralité sont des experts de transcription d'une connaissance en modèle mathématique, mais ils ne sont pas des experts, évidemment, médicaux ou scientifiques du domaine d'intérêt. Donc, nous avons absolument besoin des experts du domaine d'intérêt pour est-ce qu'on a identifié les bonnes entités, est-ce qu'on a les bons papiers, est-ce qu'on a les bonnes connaissances, et ensuite, donc, nous allons pouvoir traduire ça, comme vous le voyez ici, en équations mathématiques. Ne vous inquiétez pas, c'est purement dans les machines, et donc nous avons des puissances de calcul qui nous permettent effectivement, en 2021, de résoudre ces équations. Donc, on décompose les connaissances en ce qu'on appelle piece of knowledge, c'est-à-dire un élément unitaire de connaissance, ce qui permet de générer une assertion, on va dire une affirmation, que l'on représente mathématiquement, et ensuite les représentations mathématiques sont regroupées dans un système global d'équations ordinaires différentielles, ce qui aboutit au modèle que nous pouvons développer. Pour vous donner une idée de la complexité, par exemple, voici un modèle qui avait été développé dans la NASH. Et donc, vous voyez, juste pour ça vous permet juste d'avoir quelques idées de métriques. Vous voyez, par exemple, rien que le travers du glucose et l'interaction glucose et insulinorésistance comportait 53 bioréactions basées sur 85 entités et au total, il y avait 432 paramètres à prendre en compte. Vous avez la même chose sur différents éléments. Donc, vous voyez que ce genre de graphes et ce genre d'activités sont clés pour discuter avec des experts du domaine et pour dire est-ce que ce que nous propose, ce qui est mis en place, c'est réaliste? Est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Et ça, c'est vraiment clé dans les interactions qu'on peut développer. On passe maintenant à la population de patients virtuels, puisque c'est clé. Voilà, maintenant on a un modèle mathématique, donc nous allons créer des patients. Premier avantage de la population virtuelle, c'est qu'elle est virtuellement illimitée. Et donc, par exemple, dans le cadre des rare diseases, c'est quelque chose d'extrêmement important puisqu'on va pouvoir faire des expériences in silico qui sont sans commune mesure avec ce qui serait ce qui serait possible en réalité. Autre point extrêmement important, et particulièrement pour les autorités de santé comme la HAS, nous n'avons pas de limitation dans la durée de suivi de l'étude virtuelle. Vous savez qu'évidemment, quand vous faites une étude physique, c'est compliqué, c'est cher, donc on essaye de ne pas dépasser, on essaye de s'arrêter dès lors qu'on obtient la conclusion souhaitée. Là, on a tout à fait la possibilité, et c'est extrêmement important dans ce qu'on appelle, par exemple, la mise en place ou la définition des surrogacy endpoints, c'est-à-dire que lorsqu'on essaye de démontrer que un endpoint qui est choisi à un instant T donné a effectivement un effet long terme clinique sur ce qui est souhaité. Un très bon exemple de ce qui était discuté pendant très longtemps, c'est l'impact du cholestérol et du contrôle du taux du cholestérol sur les incidences cardiaques et la mortalité à long terme. Un autre point extrêmement important de la population virtuelle, c'est que on a
je ne sais plus parler français, une feature, une propriété qui est totalement impossible dans la vie réelle, c'est que le patient peut être son propre contrôle. Dans la vie réelle, le seul cas qui existe, c'est ce qu'on appelle les crossovers et qui pose plein de problèmes méthodologiques, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une stabilité et le patient passe sous 2 traitements dans un ordre aléatoire et ça, c'est très compliqué. Ici, c'est parfait. Le patient étant in silico, je peux très bien le soumettre à 1, 2, 3, 4 ou 10 scénarios et comparer exactement ce qui va se passer sous chacun des scénarios sur le même patient. Donc, je n'ai plus de biais de recrutement et de biais de population, puisqu'effectivement, c'est exactement le même ensemble de patients qui va être soumis à 2 ou 3 scénarios que je vais vouloir comparer. Donc ça, c'est une propriété totalement spécifique du in silico et qu'effectivement, on doit prendre en compte parce que c'est un vrai avantage. Comment est-ce qu'on définit une population virtuelle? Eh bien là, un certain nombre d'entre vous travaillent en épidémiologie et tout. Vous voyez, on a toutes les sources de données qu'on peut utiliser. Donc, il y a évidemment les recensements de population, les données épidémiologiques, évidemment les données des études cliniques. On a parfois les données de patients qui sont partagées. On a de plus en plus de travaux, par exemple, avec le Health Data Hub en France. On peut avoir des simulations qui viennent par ailleurs. Il y a de la littérature aussi. Et puis, il y a tout ce qui est les bases de données, bioinformatics et autres. On peut avoir des données de niveau. Alors là, en bleu clair, vous voyez, ce sont des raw data, c'est-à-dire c'est des données individuelles. On peut avoir aussi des données agrégées. Par exemple, vous avez dans un article, on vous donne la moyenne, la distribution, l'écart type. Voilà, vous avez un certain nombre de choses comme ça. Vous avez aussi des facteurs de risque qui sont proposés et vous pouvez avoir des fréquences et des corrélations entre certaines variables. Donc, tout ça est pris en compte pour générer finalement des patients totalement réalistes. J'insiste là-dessus. Un point très important qu'on prend en compte aussi, c'est que vous avez la corrélation dans la génération des paramètres de la population. Pour prendre un exemple très simple pour que tout le monde comprenne, on sait que très bien que le poids et la taille ne sont pas complètement indépendants, même s'ils ne sont pas liés à 100%. Mais évidemment, vous voyez bien que quelqu'un de grande taille aura un poids différent de quelqu'un de toute petite taille. De même façon qu'il y a des interactions avec l'âge. Donc tout ceci est pris en compte, encore une fois, pour générer des patients virtuels, et ceci est souvent comparé par rapport à des populations de référence. Ensuite, nous avons donc effectivement toutes les étapes de validation, ce qui sont extrêmement importantes. Donc, les étapes initiales qui concernent la validation du modèle, d'abord de connaissances, puis du modèle mathématique qui en découle. Mais ensuite, on a surtout les validations à l'issue de la population virtuelle sur les prédictions et sur les outcomes, les résultats de la simulation. Donc, en particulier, on utilise des bases de données ou des réponses d'études cliniques pour valider ce que le modèle peut prédire, et on reproduit donc des données cliniques, des études cliniques qui ont été faites dans le passé. Donc là, vous faites le lien avec ce qu'on a dit précédemment. Lorsqu'on cherche à faire des comparaisons indirectes, le modèle doit en premier lieu s'assurer qu'il va bien reproduire les résultats de chacune des études cliniques qui sont, je dirais, à la base de la réflexion, et en disant on veut comparer les résultats de l'étude 1, de l'étude 2 et de l'étude 3. Elles n'ont pas été réalisées dans les mêmes conditions, mais bien entendu, le modèle doit en premier lieu être capable de reproduire ces études. Puis, on va pouvoir l'utiliser pour répondre à une question, à la question directe de comparabilité. Donc, nous avons des validations de type qualitatif qui permettent de s'assurer qu'effectivement le modèle se comporte comme attendu. Et là, vous voyez par exemple les boxplots, qu'elles sont conformes entre in silico et la littérature. À savoir que les parties qualitatives en particulier ont fait l'objet de publications, notamment en ce qui concerne ce qu'on appelle les credibility factors, et il y a un jeu de 10 credibility factors qui ont été identifiés, et grosso modo, les credibility factors sont associés à à une évaluation en 3 grades qui peuvent être poor, acceptable et good. Alors, vous voyez, par exemple, vous avez un petit exemple à droite sur ce que ça peut donner. Par exemple, sur le simulation design, s'il n'y a pas de simulation, ça va être poor. S'il y a une simulation délivrée avant, ça va être acceptable. Et s'il y a une simulation protocole totalement validée, ça devient good. Donc, très bon. Même chose sur la transparence.
Nous avons ensuite, et ça c'est très important, une validation quantitative, bien sûr, puisqu'effectivement, on vérifie, là par exemple, vous voyez, vous avez sur les figures, vous vous assurez que ce que fait le modèle est clairement différent d'une approche, on va dire, aléatoire. Et la courbe bleue vous donne ce qui se passe par une simple permutation. Voilà, si on est purement par hasard, ben voilà ce qu'on obtient. Et nous voyons bien que la prédiction, par exemple, ici, sur une taille de l'infarctus, si vous voulez, bien, on voit bien qu'on a effectivement passé le seuil d'acceptance qui avait été préfixé là-dessus. J'insiste beaucoup sur la validation parce qu'en fait, c'est ce qui correspond pour moi à ce que l'on fait dans les études cliniques conventionnelles en établissant le plan d'analyse statistique et qui doivent être faits avant la levée d'aveu. Et là, c'est pareil, avant d'exécuter, on doit fixer les seuils de validation et pas après. Et donc, effectivement, si on atteint les seuils de validation, alors on va pouvoir faire nos simulations. Si on ne les atteint pas, il va falloir ou qu'on revoie le modèle ou qu'on amende ce qu'on peut faire, puisqu'effectivement, on ne sera pas dans les clous de qualité de la simulation. Alors ça, c'est très utile parce qu'on va pouvoir faire plein de choses après. Maintenant qu'on a validé, on va essayer de trouver, par exemple, les meilleurs ou les répondeurs optimaux. Un point extrêmement important, comme je vous le disais, c'est qu'on a la possibilité de calculer un absolute benefit, puisque le patient peut être sous deux états. Là, ici, par exemple, vous voyez sur cette courbe-là, le patient peut être sans traitement ou avec traitement. Donc, évidemment, la diagonale, il n'y a pas d'effet. Là, le traitement est délétère, puisqu'effectivement, on est moins bien sous traitement que sans traitement. Et puis là, effectivement, c'est la zone d'intérêt. Donc ça, c'est un patient qui bénéficie. Et vous voyez qu'ici, on a illustré en bleu, eh bien, c'est le sous-groupe de répondeurs optimum. Et donc, on a la possibilité de créer une métrique d'agrégation qui répond au niveau populationnel. Donc, via une simulation, on peut répondre au niveau du patient et au niveau de la population. Extrêmement important, là encore de mon point de vue, de statisticien méthodologiste, c'est que via la simulation, on peut fonctionner par agrégation et non par segmentation. Dans les approches conventionnelles, on essaye de couper une grosse population en groupes de plus en plus petits qui vont essayer de répondre à notre besoin. Et on regarde dans chaque sous-groupe ce que ça donne. Là, ici, je peux faire du pick and tree et je vais pouvoir choisir les patients que je veux et les agréger et ensuite essayer de leur trouver. Je peux les définir pratiquement de façon individuelle et après, évidemment, je vais essayer de leur trouver des caractéristiques qui vont permettre de définir ma population. Mais c'est très intéressant puisque je vais choisir précisément les patients que je veux et choisir leurs caractéristiques au lieu de faire l'inverse, qui essaye de trouver des caractéristiques a priori qui pourraient être intéressantes, de segmenter ma population en petits groupes et puis ensuite de comparer ce petit groupe à la population générale ou à un autre sous-groupe. Donc ça, cette approche par patient est extrêmement intéressante et de notre point de vue, c'est extrêmement intéressant de travailler avec les payeurs là-dessus, puisqu'effectivement, ils ont la possibilité d'identifier précisément le type de patient qu'ils veulent prendre en charge compte tenu du bénéfice que ça peut apporter. Donc, on a à peu près terminé et je suis dans les temps. Au final, les simulations permettent de générer in silico l'étude exacte dont nous avons besoin pour répondre à la question d'intérêt. Donc, il y a plus de bricolage, j'allais dire, on est tout à fait capable de générer l'étude type dont on aurait besoin. On peut définir, comme je veux les montrer, précisément la population cible sur laquelle on veut faire porter là ou les comparaisons, puisque je vais vous expliquer comment est-ce qu'on faisait une population virtuelle et on peut, bien entendu, faire plusieurs populations virtuelles pour voir ce qui se passe dans différentes sous-populations là-dessus. L'ensemble des bras, ça c'est très important, sont générés donc virtuellement in silico de manière totalement contemporaine, ce qui évite tous les aléas et toutes les critiques qui sont adressées à beaucoup de méthodes de redressement d'échantillons et de comparaison indirecte, c'est-à-dire qu'effectivement, on dit, eh bien, qu'est-ce qui se passe si ça n'est pas fait dans la même condition là-dessus. Et le point le plus important, c'est effectivement la possibilité de répliquer les patients dans chaque bras, donc créer ce qu'on appelle les jumeaux virtuels, où le patient devient son propre. Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Alors, vous allez me dire maintenant, alors pourquoi est-ce que de tout bon, on n'y est pas là-dessus?
il y a quand même quelques petits drawbacks. Donc, le premier, c'est que déjà, il faut qu'on arrive à bien expliquer tout cela aux autorités réglementaires, même si elles sont aujourd'hui, je dois dire, tout à fait attentives et à l'écoute d'eux. Vous imaginez bien qu'il y a une grande complexité derrière ces modélisations et que donc, je conçois tout à fait, c'est tout à fait normal et nous sommes en discussion là-dessus. Il faut arriver à établir des guidelines qui satisfassent tout le monde, qui ne sont pas irréalistes et inatteignables, mais qui donnent quand même une sécurité dans ces simulations. Le deuxième point, c'est que vous avez vu quand même la complexité de la démarche. Donc, effectivement, je ne vous cacherai pas que, en dehors du coût monétaire qu'elle peut représenter, il y a un coût indirect qui est le coût du temps qu'il faut pour arriver à développer de telles simulations. Pour vous donner juste une idée, il faut bien compter entre 8 mois et 1 an pour développer un modèle complet, je dirais, à partir de rien ou de pas grand-chose. Donc, souvent, si on est à un moment d'une comparaison indirecte, j'allais dire qu'il est trop tard, excusez-moi le terme, pour se réveiller. Et si on dit, au moment où on se pose la question, ça serait super bien de faire une simulation, c'est un peu tard. Alors, j'ai deux espoirs là-dedans. D'abord, premièrement, ces simulations, comme vous avez vu, elles servent à plein d'endroits. Elles peuvent servir pour développer de nouveaux produits. Donc, pour moi, les modèles devraient exister de plus en plus fréquemment et de plus en plus a priori. Donc, à ce moment-là, ce que je viens de vous dire devient quasiment caduque puisque le modèle devrait exister déjà et donc il n'y a plus qu'à l'appliquer et à le paramétrer avec les données de l'étude clinique, par exemple, des études cliniques que vous cherchez à comparer. Puisque effectivement, si le seul problème est d'utiliser les études cliniques pour calibrer, paramétrer votre modèle et définir la bonne population virtuelle d'intérêt, là, ce n'est pas plus long qu'une méthode analytique. Par contre, si le modèle est entièrement développé, ce n'est pas la même histoire. Le dernier point qui est important et sur lequel, là encore, je pense que c'est des points très importants pour moi que, dans les messages qu'on essaye de faire passer, c'est il faut qu'on arrive à obtenir, et le Health Data Lab va tout à fait dans ce sens-là, des bases de données partagées. Pour moi, dès lors, et je parle en tant qu'ancien aussi de l'industrie pharmaceutique, mais c'est aberrant que dès lors que le médicament a été enregistré, les données ne soient pas sous une forme anonymisée et tout, disponibles sous contrôle. Bien entendu, il ne s'agit pas de l'utiliser n'importe comment, etc. Mais il devrait y avoir des entrepôts de données faciles d'accès réglementés. J'entends bien, il ne s'agit pas encore une fois de faire tout et n'importe quoi, mais accéder à ces données de façon à pouvoir calibrer, valider des modèles, et ce de façon, j'allais dire, objective et conforme aux attentes des autorités de régulation, ça me semble extrêmement important. Et là, pour moi, il y a un rôle très important, justement, de toute la section, on va dire, académique et indépendante, c'est-à-dire ce n'est pas les laboratoires devraient donner dans des tiers de confiance leurs données, vérifier qu'elles soient anonymisées, et ces données, style Health Data Hub, devraient être accessibles ensuite à l'industrie pharmaceutique ou à tout chercheur qui en a besoin, en ayant évidemment les contrôles adéquats pour qu'encore une fois, on n'en fasse pas n'importe quoi. Mais si on a des modèles réalistes et bien conçus, qu'on explique qu'on a besoin de ces données pour valider le modèle et que ça répond à une demande d'une autorité réglementaire, il ne devrait y avoir, de mon point de vue, aucun problème à partager ces données, même si aujourd'hui, il y a encore une certaine réticence et les gens, à mon sens, sont encore beaucoup trop frileux sur ce partage de données, encore une fois, dans des conditions totalement contrôlées, conformes au RGPD, anonymisé correctement et avec des autorités, on va dire, de tutelle qui s'assurent que l'usage qui en est fait est conforme à l'éthique et conforme à l'usage qui en est attendu. Voilà l'essentiel de ce que je voulais vous partager. Maintenant, je serai très content de répondre à vos questions et je vous remercie de votre attention.